Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver pour l'été Smart sur Bismart durant 1 heure. On va tenter avec mes deux invités d'essayer d'apporter un peu de pédagogie, d'analyse, de décryptage, de compréhension en tout cas sur les enjeux économiques du moment, comme tous les soirs, autour de deux thèmes, vous allez voir, un peu sérieux, mais qu'on va essayer de traiter avec tout le sérieux, mais en tout cas quand même dans le ton, avec un peu de légèreté. On va d'abord parler de la natalité. François Bayrou, en tant que commissaire au plan, vient de publier un rapport sur les enjeux de natalité dans le pays. J'ai intitulé mon débat ce soir « La natalité redevient-elle un sujet économique ?» Parce que ça nous renvoie évidemment aux questions aussi d'emploi et de retraite, alors que, voilà, concomitamment, hier soir ou ce matin, je ne sais plus, les ministères sociaux, la direction des statistiques, l'adresse a publié les derniers chiffres en matière de retraite, à la fois le nombre précis de retraités, alors c'est des chiffres un petit peu décalés, donc c'est les chiffres à fin 2019, le montant moyen des retraites, l'âge moyen de départ à la retraite, évidemment, le nombre de retraités il progresse, ça étonnera personne, mais du coup voilà, ça rebondit et ça entre en résonance avec les sujets de natalité. On essaiera de creuser tout ça. Ce sera donc la première moitié, le premier débat important en tout cas dans l'émission. Et puis après la pause, dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera au sujet des aides d'État. Là encore, deux actualités assez différentes, mais que j'ai essayé de réunir en un unique débat, même s'il nous emmènera peut-être dans différentes directions. D'une part, c'était dans les Échos ce matin, la publication des plus gros PGE de cette séquence 2020-2021, les PGE qui ont concerné les très grandes entreprises, les PGE en centaines de millions ou en milliards. On verra que la manne de l'État, elle était répartie de façon assez inégale. Et puis, autre actualité, le fait que la compagnie aérienne à bas coût Ryanair ait obtenu une victoire juridique contre les aides d'État, en l'occurrence des Pays-Bas, KLM. Voilà, du coup, je vais essayer de synthétiser ces actualités en posant la question à mes invités de savoir comment encadrer les aides d'État, dans quelles conditions les aides d'État sont-elles vertueuses, acceptables, à encourager, en tout cas d'un point de vue macroéconomique d'un côté, d'un point de vue économique et puis d'un point de vue de l'efficacité tout court. Voilà un vaste programme sur lequel nous allons échanger en compagnie de Renaud Muller à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste au BIP, merci d'être à nos côtés. Pierre-Yves Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant, vous êtes associé chez One Man Support. Merci également d'être à nos côtés ce soir. Tout de suite, avant ces deux gros sujets, un sujet un peu plus léger, sujet apéritif, il est question de train de nuit. Depuis 21h, ce soir, 21h et quelques, le Premier ministre Jean Castex est dans un train de nuit, le renouveau du train de nuit, ligne Paris-Nice. Regardez ce tweet de la Provence ce matin. Il repart ce soir après plus de 3 ans d'arrêt. Il reliera tous les jours et dans les deux sens. Mazette, c'est quand même sophistiqué. Paris-Austerlitz avec Nice-Ville, avec 6 arrêts, dont Marseille, Toulon et Cannes. Voilà le train Paris-Nice de nuit qui fait son retour avec Jean Castex en passager. Alors le train de nuit, il s'était arrêté depuis 3 ans, manifestement ça ne marchait plus, mais aujourd'hui il y a une logique, semble-t-il, notamment environnementale, à essayer de repousser le train en général et, semble-t-il, le train de nuit en particulier. Le train de nuit, ça évoque beaucoup de choses. Regardez, même France Culture ce matin annonçait des émissions spéciales autour de ça. Train de nuit, retour du Paris-Nice ce jeudi, littérature, cinéma, chansons, les wagons-lits ou les trains-couchettes ont été une grande source d'inspiration, nous dit France Culture. Petit voyage de Maurice de Cobra, l'auteur, à James Brown en passant par Michel Piccoli. Est-ce que vous avez une nostalgie des trains de nuit, Pierre-Yves Martin? Je pense que tout le monde a une nostalgie des trains de nuit. Ça évoque des départs en colonie de vacances. Et puis ça évoque aussi des... moi c'était le ski, les trains de nuit. Avec la jeunesse. Non, c'est super. Mais j'ai un souvenir de ces trains de nuit comme d'un cadre assez vieillot. Alors certes, j'ai aussi vieilli, mais... c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Oui, moi pareil, on a tous. Mais du coup, on retient quand même cette atmosphère, cette ambiance, quand même quelque chose de très particulier, qui laissait imaginer tout et n'importe quoi. Bon, manifestement, cette nostalgie a pris comme ça soudainement notre Premier ministre, qui est donc dans ce premier Paris-Nice nouvelle version 2021. Vous êtes trop jeune, Renaud Muller, pour avoir des nostalgies de train de nuit, non? Je vous remercie. Oui,
Mais j'en ai quand même. Moi, je suis encore plus vieux, rassurez-vous. Et j'en garde une bonne expérience. C'était en Russie, donc c'était. Ah bah là, si Pierre-Yves trouvait que c'était route sans France, j'imagine que les trains de nuit... mais j'en garde un bon souvenir. Ah ouais, d'accord. C'était après en vacances, évidemment. On a le temps de regarder les paysages, on a le temps de passer. C'est un peu d'introspection, de lire, donc c'est agréable. Après, voilà, sur les lignes françaises ou européennes, c'est sans doute une histoire un petit peu différente, mais en tout cas, personnellement, j'en garde un bon souvenir. Alors, d'un point de vue, je reste avec vous, parce que vous représentez quand même la jeune génération. Pierre-Yves et moi, on est plus anciens. L'intérêt de faire Paris-Nice avec 6 arrêts, donc probablement 8 heures de train, on imagine quelque chose comme ça, par rapport à 1h10 en avion. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent super, il faut retrouver une logique ferroviaire, notamment pour des raisons évidemment environnementales, ou est-ce que vous vous dites ça c'est un petit peu peut-être symbolique, un peu dérisoire, il y a peut-être des sujets plus importants, y compris d'un point de vue environnemental, que le retour des trains de nuit qui avait été arrêté parce que ça marchait plus, il faut quand même le rappeler, les gens ne prenaient plus le train de nuit. Alors, je pense qu'effectivement, d'un point de vue environnemental, c'est une piste intéressante à creuser. Après, il me semble que les trains avaient été arrêtés, notamment parce qu'ils étaient trop chers. Évidemment, si vous avez un billet EasyJet à 10 € pour faire Paris-Nice et que le train de nuit vous coûte 150 €, voire plus, je pense que on aura du mal à être compétitif. Le débat va être vite tranché, mais je pense que si on arrive à trouver un modèle économique qui permette de conserver ou d'atteindre la rentabilité pour les trains de nuit, je pense que c'est un modèle qui peut être intéressant. Et effectivement, si les wagons ont un minimum de confort, je pense que c'est intéressant, parce que vous partez le vendredi soir, vous arrivez le samedi matin, vous n'allez pas vous rendre à l'aéroport le vendredi soir, du monde sur la route. Ah oui, sur le papier, ça a plein d'atouts. Ouais. Sur le papier, je pense que ça peut être séduisant, effectivement, mais modulo cette contrainte budgétaire, je pense qu'il va être potentiellement un gros frein à l'utilisation des trains de nuit. Bon, on imagine qu'ils vont faire des efforts sur les tarifs. Pierre-Yves, au-delà de la question de nostalgie, sur la pertinence de tout ça, vous dites c'est anecdotique, ou vous imaginez que ça... Non, je crains que ça soit un peu anecdotique. Je pense que les compagnies aériennes et Air France, en premier lieu, sont vraiment en train de tirer parti et des instructions de cette crise qui est en train de se dérouler pour proposer des moyens de transport peut-être différents, notamment par rapport à l'axe environnemental. Je pense aussi effectivement que le Paris-Nice, il est complexe, parce que Paris-Marseille en TGV, c'est 3 heures, c'est formidable. Mais Paris-Nice, c'est 5h30, je crois. Parce qu'entre Marseille et Nice, c'est... 2 jours, pas en train de nuit. Je pense qu'en train de nuit, c'est un peu plus, mais 2 jours. Donc, du coup, effectivement, peut se poser la question. Je pense que c'est juste un effet de mode et que ça va évoluer, parce que les éléments de modélisation économique ne sont pas réunis pour que ça marche subitement. Les gens ne vont pas partir le soir, prendre un train de nuit. Et puis il y aura toujours des Paris-Nice en avion, parce qu'effectivement, ce n'est pas les 2h30 de train qui justifieraient l'arrêt des lignes aériennes dans le cadre du plan de relance, bien sûr. Bon, vous n'avez pas réservé tout de suite, quoi, en résumé. Attendre un peu. Alors du coup, tiens, un commentaire, vous nous disiez Air France, l'aérien fait des efforts. Ouais. On a eu, c'était hier ou avant-hier, le premier vol transatlantique Air France avec 10% de biocarburants issus de recyclage de l'huile de cuisson. Alors, là aussi, pour un démarrage, c'est anecdotique, mais ce que vous nous dites, c'est que vous voyez plus d'avenir dans un avion moins polluant que dans l'arrêt de l'avion au profit du train, à fortiori. Je pense qu'il faut garder en tête toute la magie et tout le potentiel du secteur aérien. Toute la magie parce qu'un avion, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est un moyen révolutionnaire de transport. Et puis parce que depuis un an, les groupes aériens et les constructeurs ont mis en place des réflexions, des chantiers pour faire évoluer, justement. Ce qui est intéressant par rapport à notre sujet ultérieur, c'est que la France a conditionné un soutien financier au groupe Air France-KLM notamment un engagement de respect, d'évolution environnementale. Donc il y a quelque chose qui a été stimulé et qui va permettre certainement de
vraiment réaliser un vrai plan de transformation pour Air France, pour des compagnies aériennes comme Air France, à savoir recréer une offre, reprendre en compte de nouvelles contraintes réglementaires, environnementales, de sécurité, et proposer autre chose. Donc la transformation, ça peut être violent. Les programmes de transformation, comme on peut les accompagner chez One Man Support, c'est violent. Ça peut l'être en tout cas, mais à l'issue, il va y avoir des bénéfices. C'est le principe même que de toutes les crises, il y a des opportunités et il y a des choses positives à en tirer. Effectivement, on en reviendra quand on parlera de la conditionnalité des aides d'État dans la deuxième partie de l'émission. Bon, en tout cas, la billetterie est ouverte. Hein. Paris-Nice, dans les deux sens, précisé la dépêche. Donc à partir de ce soir, bon voyage au Premier ministre qui est dans le train. Hein, on ne sait pas s'il est déjà couché, déjà endormi. Mais en tout cas, il est dans ce premier Paris-Nice version 2021. Allez, tout de suite, on parle natalité sous un angle économique. Natalité, à nouveau un sujet économique. La natalité redevient-elle un sujet économique? On en parle ce soir à l'occasion de la publication par le Haut Commissariat au Plan de François Bayrou d'un rapport sur le sujet dont on va dire, la vocation principale est peut-être de remettre le sujet de la natalité en France au goût du jour, notamment dans une application économique, tweet de François Bayrou parmi d'autres. Hier, parallèlement à une intervention qui faisait sur France Info, je crois, si nous n'avons pas le retour de la natalité, le nombre des plus de 70 ans va doubler, alors que des régions du monde sont en explosion démographique, et donc il fait le lien entre économie et géopolitique. La place de la France dans les équilibres géopolitiques risque d'être remise en cause. Parallèlement à la publication de ce rapport autour des questions de natalité, le service statistique des ministères sociaux publiait ce matin les derniers chiffres concernant les retraites. Alors, vous voyez où je veux en venir. Il y a un petit lien entre la question de la natalité et la question des retraites. Enfin, en tout cas, ça permet d'aborder le sujet sous deux angles. La direction de la statistique qui nous rappelait qu'à fin 2019, il faut un peu de temps pour publier les chiffres, la France comptait très précisément 16,7 millions de retraités, un chiffre en hausse. La pension moyenne, tout régime confondu, s'établit à 1 503 € brut mensuels, ce qui fait 1 393 € net, là encore en moyenne. Particularité de la France, on y reviendra, c'est que le niveau de vie médian des retraités, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'intuitif, demeure légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population. Et puis tiens, j'en termine avec les chiffres. L'âge moyen conjoncturel de départ à la retraite s'élève par ailleurs à 62 ans et 2 mois pour les retraités de droit direct. Je voulais faire ce lien entre précisément la question des retraites et la question de la natalité. Restons sur la natalité. Pour l'économiste que vous êtes, Renaud, c'est évident ou pas que c'est un sujet économique? Oui, c'est très évident que c'est un sujet économique, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu. Peut-être parce que c'est un sujet finalement qui est assez peu lié à la conjoncture, puisque les prévisions... Oui, on parle de long terme là par définition. Exactement, et quand l'ONU fait ses prévisions économiques, démographiques, quand l'INSEE fait ses prévisions démographiques, on se place sur des horizons à 2070, 2100. Et c'est vrai que la marge d'erreur est relativement faible. On est par rapport aux prévisions de PIB, c'est quasiment certain, les prévisions démographiques. Donc c'est vrai qu'on en parle peu. En même temps, c'est quand même une part évidemment assez significative, notamment si on regarde tout ce qui a trait aux retraites, puisque on le voit bien, les pays comme le Japon, comme l'Allemagne, qui sont extrêmement peu dynamiques sur le plan démographique, sont des pays qui vont être en très très forte difficulté. Alors l'Allemagne, c'est une situation un petit peu différente, puisque l'accueil d'un flux très significatif de réfugiés a permis de limiter un petit peu la baisse de la population. D'impacter la pyramide des âges en 2015 notamment. Mais au Japon, par exemple, ça pose des problèmes qui sont extrêmement significatifs, puisque... Alors quel type de problème alors? Parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression que le Japon soit devenu le tiers-monde encore. Non. Enfin, je suis volontairement caricatural en disant ça, évidemment. Quel type de problème ça pose, ce vieillissement de la population, conséquence d'une démographie en perte de vitesse? Alors ça pose plusieurs types de problèmes. Le premier des problèmes, évidemment, c'est la question du financement des retraites. En tout cas, c'est le cas notamment en France quand on est sur un système par répartition, puisque ça veut dire que la base de cotisants qui financent le système de retraite
se rétrécit, tandis que la base de personnes qui bénéficient de ce financement s'élargit. Donc on est face à une équation qui est quasiment insoluble, donc il faut trouver des solutions. Donc, essayer d'augmenter la base de cotisants via une politique démographique, une politique nataliste, ça peut évidemment être une solution. Donc ça, c'est le premier problème pour des pays comme la France. L'autre problème, c'est qu'une société qui vieillit, c'est une société qui a tendance à être moins innovante, puisque c'est une société dans laquelle les entreprises ne sont pas incitées à innover, puisque la population vieillit. Donc l'horizon de temps dans lequel elle se place est finalement assez restreint. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est que une économie vieillissante, eh bien finalement, ça a des impacts qui peuvent être assez prononcés sur la structure de l'économie, puisque qui dit économie vieillissante dit forte tertiarisation, dit recours aux soins à la personne beaucoup plus important. Or, les soins à la personne, comme les services de manière générale, sont des secteurs dans lesquels c'est extrêmement difficile de réaliser des gains de productivité qui sont très intenses en main-d'œuvre. Donc, vous voyez bien qu'on se retrouve avec une solution, avec une équation qui est extrêmement difficile à résoudre, parce que d'un côté, vous avez de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin de plus en plus de personnes du secteur tertiaire pour s'occuper d'elles. Et pour autant, on en dispose de moins en moins. Donc là, on est face à un problème qui est extrêmement difficile à résoudre. Il y a un problème de quasiment une règle de 3. Donc c'est pas qu'un sujet économique. Qu'un sujet économique. Parce qu'en fait, très vite, on se dépasse sur des vrais sujets de société, de fonds de société, du rapport qu'on a et de la relation qu'on a avec les personnes âgées. Vous avez tout à fait raison sur le sujet de l'innovation. En fait, on est en train de devenir, comme les autres pays européens, des vieux pays. Et ça a un côté un petit peu angoissant, inquiétant. Ça veut dire qu'il faut aussi peut-être replacer ou redonner un coup de projecteur sur la jeunesse, sur des mesures comme celles qui sont actuellement en cours par rapport à l'emploi. Il y a peut-être un enjeu fort de valorisation de la jeunesse derrière tout ça. Et puis, l'autre élément par rapport à ce sujet de natalité, il a été proposé dans ce rapport du haut-commissaire de levier autour de la natalité et le levier autour de l'immigration. Je ne sais pas trop comment on peut inciter fiscalement ou autre. On a vu que, notamment en Europe de l'Est, il y a des pays qui ont mis en place des politiques d'encouragement de natalité. Là, on sait qu'en France, notamment sous le quinquennat précédent, les allocations familiales ont été significativement réduites. Là-dessus, il n'y a pas de doute, avec manifestement, d'après Bayrou, un impact assez visible. Ouais. Je vous demanderai avec des leviers de fiscalité, mais on a du mal à voir comment on peut régler ce sujet entre maintenant et 20 ans. Puisque, en fait, le principe, c'est que pour qu'il y ait retraite, il faut qu'il y ait population active. Donc il faut pas un joystick de jeu vidéo, ça ne régit pas immédiatement. Et du coup, le deuxième levier qui est extrêmement intéressant, mais culturellement très compliqué pour nous en France, c'est l'immigration. C'est qu'on a une relation à ce sujet qui est complexe. On voit bien que le contexte politique et social actuel n'est pas porteur actuellement sur le sujet. Est très compliqué, très tendu, très aiguisé. Du coup, ça signifierait d'aller vers une immigration qu'on choisirait. Et ça, culturellement, on semble pas être prêt encore complètement. Donc il y a aussi un sujet de société, de ce que la population, le peuple français souhaite réellement par rapport à ce sujet de retraite. On a bien vu que le gouvernement, le président de la République, Emmanuel Macron, avait fini par engager une démarche de réforme de retraite qui a été stoppée. Mais il y a un sujet de courage politique pour les élites et pour le gouvernement, et puis un sujet aussi de cohérence vis-à-vis du peuple français. C'est que on est les premiers à souhaiter une clarification et une proposition d'évolution du système de retraite, et on est aussi en même temps les premiers à descendre dans la rue dès que ça touche à nos intérêts. Et voilà. Donc il y a un sujet de cohérence et d'assumer, de capacité à assumer ses responsabilités. Et ça fait des années qu'on ne veut pas voir les choses en face, ce qui finit par poser un réel souci. Je lisais le lien apparent entre baisse des allocations familiales et manifestement natalité. C'est pas forcément super intuitif, parce qu'on se dit pas forcément qu'on pense à l'allocation familiale quand on réfléchit au sujet de faire un deuxième ou un troisième enfant. Et manifestement, si, comme quoi les individus et les couples, y compris dans leurs relations les plus familiales, sont des acteurs économiques rationnels, quoi.
Il semblerait que oui. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif. Après, c'est vrai que les réformes qui ont été menées au cours du quinquennat Hollande ont eu quand même un impact assez significatif. Il ne s'agit pas de réduire, il ne s'est pas agi de réduire de façon marginale les aides apportées aux familles qui avaient des enfants. Donc, c'est vrai que mis bout à bout, alors j'ai pas de chiffres en tête, mais je pense que le total a pu être assez significatif. Et même si un ménage ne raisonne pas forcément de façon extrêmement rationnelle, je pense que, alors c'est peut-être plus le cas pour les ménages qui avaient déjà un enfant et qui du coup ont éventuellement renoncé à en avoir un second, parce que ils se sont bien rendus compte que ça pouvait être compliqué à la fin du mois. Pour les premiers c'est plus le deuxième ou le troisième enfant que le premier, j'imagine aussi. C'est pour ça que je disais ça également. Après, alors il y a aussi un. Alors je suis pas certain qu'il y ait eu d'enquête qui a été faite sur ce sujet, mais je pense qu'il y a quand même un sujet qui potentiellement peut devenir de plus en plus important et qui est lié. On en a un petit peu parlé sur le premier sujet, à l'environnement, puisqu'on nous dit mais va-t-on pouvoir continuer à vivre comme on vit aujourd'hui à 9 milliards d'habitants, et est-ce qu'il faut qu'on continue à vouloir avoir un système qui repose sur une croissance démographique quasi illimitée. Alors évidemment, une fois qu'on a posé la question, la réponse est loin d'être simple à trouver. Mais je pense qu'il peut aussi, au-delà de la question financière, avoir des ménages qui se disent: est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui? Est-ce que la crise environnementale... Le phénomène No Kids, effectivement, voilà, qu'on imagine macroéconomiquement encore assez marginal, mais qui existe manifestement. Donc c'est un sujet, même si de fait le problème de surpopulation, il n'est évidemment pas en Occident, compte tenu des différences de... Mais on peut malgré tout intégrer ce sujet. Sur la question de la réforme des retraites, on y revient évidemment, suspendue depuis un an et demi maintenant. À force, ça va vite, pour les raisons que l'on sait. Comment faire en sorte d'aborder ce sujet de réforme des retraites, selon vous, économie, je crois que vous avez un peu travaillé là-dessus, sur autrement que juste avec des chiffres, quoi. Effectivement, est-ce qu'on est capable, est-ce que l'économiste est capable d'objectiver le sujet de l'âge de la retraite, de l'âge pivot, ou est-ce que c'est quand même d'abord du discours et donc d'abord de la politique? Alors je pense que ça va être extrêmement difficile de s'extraire de la vision quantitative, puisqu'au final, l'objectif du système de retraite et de la réforme, c'est d'arriver à un système qui soit à l'équilibre. Donc l'objectif, il est purement financier. Évidemment, le chemin pour parvenir à cet objectif, il est politique. On peut aussi se dire que c'est pas un problème d'avoir un système qui n'est pas à l'équilibre. On trouvera une solution plus tard, où il se financera autrement. Ça peut être une option qu'on peut envisager. Effectivement, c'est un sujet, on l'a vu, qui est extrêmement difficile, auquel les Français sont visiblement très attachés. On peut essayer de se comparer à ce qui est fait dans les autres pays, mais visiblement c'est pas quelque chose qui fonctionne, puisqu'on a une espèce on est arc-bouté sur notre âge de départ à la retraite, qui semble être extrêmement difficile à faire évoluer. Il faut rappeler qu'on est quasiment le seul pays au monde avec un système intégralement où la retraite des inactifs, des retraités, est intégralement basée sur les cotisations des actifs. C'est-à-dire que ça c'est unique. Là, on n'est pas les seuls à faire de la répartition, mais à 100%, oui. On est quasiment les seuls. Je pense qu'il y a aussi un sujet de démarche, de démarche de travail, de méthodologie, et donc du coup de pédagogie. Dans nos missions chez One Man Support, notamment sur des volets de définition de stratégie, on travaille pour faire émerger des scénarios pour faciliter la prise de décision, pour faciliter aussi la réflexion. C'est-à-dire que pour chaque scénario, on va imaginer, et pas simplement un scénario économique ou financier, on va imaginer un ensemble de caractéristiques pour chaque scénario, des points forts, des points faibles, des points à travailler, des points d'attention. Et on va comme ça accompagner nos clients en leur disant, voilà, il y a 2, 3, 4, 5 scénarios par rapport à ça. Où est-ce que vous vous retrouvez? Qu'est-ce qui vous ennuie? Et c'est une manière aussi d'affiner son choix, de mûrir, de faire mûrir chez le client, donc du coup chez les citoyens. Parce que là, le sujet, c'est qu'il y a 67 millions de clients. Donc c'est aussi le rôle, à mon sens, du politique. C'est que... que ce soit son rôle, vous avez raison, c'est sûr. Au lieu de s'enfermer dans un échange très feutré avec les syndicats dont on ne sait pas trop ce qui ressort,
je pense que de travailler sur une démarche comme ça, empirique, en mettant en avant les points forts, les points faibles, et en essayant de créer réellement des points d'adhésion, ça permettrait, en termes d'efficacité du dispositif, de permettre que un ou deux scénarios puissent sortir, et deux, ça permettrait de constituer un outil de communication avec le peuple, avec les citoyens, pour dire voilà où on en est, voilà les différents choix. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à un référendum, mais c'est d'expliquer l'enjeu de l'évolution du mode de retraite, pas seulement avec des chiffres, mais avec des histoires. Et chaque scénario, c'est une histoire, finalement, avec une ambition plus ou moins forte. En fait, avec un centre de gravité sur des critères qu'on va définir comme... Ce qui est le plus important pour moi, c'est de sécuriser une rente de retraite correcte, suffisante. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de gérer... en rappelant que le niveau de vie moyen, enfin le niveau de vie médian des retraités est supérieur au niveau de vie médian des Français. Donc c'est important à souligner. Renaud, le fait que François Bayrou, il y a les deux côtés dans la logique retraite. Effectivement, on peut jouer sur l'âge, et puis après, il y a la base d'actifs, ce que vous évoquiez. Alors, c'est vrai que c'est pas immédiatement. Est-ce que l'idée de jouer sur la natalité, c'est-à-dire en travaillant à 20 ans, 25 ans, est totalement illusoire, parce que le sujet est de plus court terme par rapport à ce problème des retraites dans le pays, ou est-ce qu'il faut agir ou est-ce que c'est pas débile de dire qu'il faut agir des deux côtés et pas uniquement se focaliser sur le 62,5, sur le 67,4, enfin voilà, sur le âge pivot, âge moyen, choisi, contraint. Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il y a les mesures de court terme sur lesquelles la natalité vont avoir effectivement peu d'effet, puisque, comme on le rappelait, si la politique nataliste du gouvernement avait commencé à avoir un effet aujourd'hui, évidemment, il faudra attendre au moins 20 ans pour qu'on puisse en percevoir les conséquences sur le système de retraite. Néanmoins, il faut évidemment qu'on commence à préparer l'avenir. Donc ça ne me paraît pas du tout être idiot de réfléchir à cette question de la natalité. Néanmoins, c'est du long terme. Donc effectivement, il y a des questions quand même de court terme qui vont se poser. Je pense qu'on est aussi sur alors je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur la communication. On ne peut pas communiquer juste... Manifestement, c'est pas réussi. Alors après, c'est pas simple, mais manifestement, vu le résultat dans les perceptions de ces sujets de réforme, manifestement, il y a aussi un problème de communication. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir où on sait qu'il va y avoir un sujet avec le système de retraite qu'on ne peut pas continuer. L'équation, elle est connue de tout le monde. Voilà. Oui, exactement. La question, c'est quelles variables on ajuste. Et ça, c'est une question de projet de société. Est-ce que les gens veulent continuer à partir à la retraite au même âge, mais la conséquence, c'est de cotiser plus, donc éventuellement de réduire le revenu d'activité des personnes qui sont en activité. Est-ce que c'est ça le modèle de société qu'on veut, ou est-ce qu'on préfère être dans une société où les gens partent plus tard à la retraite, du coup profitent peut-être moins de leurs années de retraite, mais continuent à percevoir une retraite. À propos et à mon sens, excusez-moi, c'est le rôle, où cela devrait être le rôle du politique que de présenter ces modèles de société, de projets de société, et de faciliter une adhésion autour d'un des projets de société. Et c'est pas le cas du tout. Donc ça repose cette question d'enjeux autour de comment faire évoluer la posture, le rôle et les engagements du politique, de la classe politique. Il y a un vrai sujet qui est passionnant, et c'est certainement aussi en allant regarder ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, peut-être que la classe politique est peut-être complètement ou un petit peu déconnectée, et que d'aller voir comment la gouvernance peut se passer, comment les méthodes de travail, comment on construit des réformes, des projets de transformation, d'évolution. Dans le monde du travail, il y a plein d'enseignements, et aussi d'aller chercher dans des benchmarks, de voir comment les autres pays s'y prennent, et de voir ce qui est réaliste et pas réaliste. Mais il y a toujours ces sujets, vous avez raison, de curseur, d'essayer de proposer différents modèles, et puis après on choisit et on s'y tient. À propos de communication, justement, est-ce que c'est facile, ou est-ce que ça sera facile demain, alors ça ne concerne pas que le sujet des retraites, mais enfin notamment de communiquer sur la nécessaire réforme du système pour des questions d'équilibre du système qui se chiffrent en milliards, voire en dizaines de milliards,
quand sur 3 ans, cette crise, globalement, elle aura coûté 450 milliards à l'État sur le delta au niveau budgétaire par rapport à la trajectoire précédente sur 2020 plus 2021 plus 2022. Olivier Dussopt avait sorti le chiffre, ça fait 450-460 milliards d'euros, qui est sorti comme ça... out of nowhere, parce qu'il y avait un sujet majeur, une crise sanitaire, alors que les enjeux sur le système de financement des retraites, ils sont au mieux en dizaines de milliards dans 15 ans. Donc, pas facile de communiquer sur un enjeu majeur en dizaines de milliards quand on a été capable de sortir des centaines de milliards lors de cette crise sanitaire. Sacré cas de management là, et de communication. Ou en tout cas du niveau de priorité. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que c'est formidable tous les dispositifs et les fonds qui ont été mis en place depuis le début de la crise sanitaire. Mais on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est pas un peu trop ? Est-ce que ça n'a pas été présenté ? On verra ça sur le sujet suivant, mais finalement, quels sont les... je parlais en perception justement des chiffres. Est-ce qu'on arrive à comprendre ce que c'est que 15 milliards demain d'équilibre des retraites quand on a entendu parler pendant des mois de centaines de milliards mobilisés pour... Un dernier point quand même, je reviens à la natalité. Renaud, qu'est-ce qui marche ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Là, je pose une colle. Alors, on a parlé des allocations familiales. Le haut-commissaire au plan, il insiste sur l'accompagnement des jeunes mamans, les histoires de garde, etc. Est-ce qu'il y a des exemples, des cas d'école à l'étranger ou en France dans le passé qui ont eu un impact très fort ? Est-ce qu'on sait ? Alors, je vais répondre un peu à l'inverse, c'est-à-dire que je vais vous dire ce qui ne marche pas. Ouais. En tout cas, ce qui a posé problème, notamment en Allemagne. Donc en Allemagne, on a un concept qui s'appelle la Rabenmutter, qui est la mère corbeau, qui est la mère qui va travailler. Et en fait, alors les mentalités changent, mais une mère qui allait travailler en Allemagne, c'était une mère indigne. Alors évidemment, il y a tout un travail sur la perception dans la société du rôle de la mère donc la mère au foyer, elle s'est prolongée beaucoup plus longtemps en Allemagne, le principe qu'en France. Exactement. Donc la conséquence, elle est simple, c'est beaucoup de temps partiel pour les femmes et beaucoup de femmes qui ne travaillent pas. Donc ça a des conséquences évidemment sur l'égalité homme-femme qui sont tout à fait déplorables et d'autres conséquences sur l'efficacité économique puisque vous avez une réserve assez formidable de personnes qui sont en âge et en capacité de travailler mais qui finalement ne le font pas parce qu'elles restent à la maison. Donc il y a un travail à mener sur éventuellement une politique de communication, mais il y a aussi un travail à mener sur l'accompagnement des mères, des parents de manière générale, sur la disponibilité des places en crèche. C'est ce qui a été fait en Allemagne. Je n'ai pas de chiffres en tête, mais ils ont construit beaucoup de places de crèche pour permettre aux deux parents de travailler. Et ça a l'air de fonctionner. Alors on ne peut pas changer un pays on ne peut pas changer ce genre de choses en 2-3 ans. Mais en tout cas, on commence à voir les premiers signes d'efficacité. Et il faut aussi une politique qui accompagne les carrières et qui ne pénalise plus les parents, que ce soit les pères ou les mères qui restent à la maison pour s'occuper de leur enfant. Puisque si vous restez à la maison pour vous occuper de votre enfant 2 ou 3 ans, potentiellement c'est autant de temps que vous perdez à ne pas cotiser pour votre retraite, c'est autant de revenus que vous perdez. Et, donc ça ne motive pas, de fait. Donc ça ne vous motive pas à... Mais là, même en France, ça évolue un petit peu, ce sujet, sûrement. En résumé, pour conclure, François Bayrou, il a raison de mettre le sujet de la natalité sur la table, là ? Oui, il a raison. Après, c'est plus sur les propositions d'accompagnement qu'on souhaiterait. Soit le gouvernement prend... Après, on croit assez peu que ce sera un sujet majeur de la campagne 2022, la natalité. Les retraites, peut-être ? Vous pensez que ça va être un sujet Tout dépend de l'état psychologique de la population française post-crise sanitaire. Comment sera-t-on Même si on en sort, on commence à en sortir. On ne sait pas quel sera l'impact, notamment psychologique à moyen terme. Allez, restez avec nous, on marque une courte pause. Si vous le voulez bien, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de la question des aides d'État, notamment avec cette actualité de crise économique. Retour dans l'AIT Smart, merci de rester avec nous quasiment jusqu'au bout de la nuit, en tout cas jusqu'au bout de l'émission. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des aides d'État. Je voulais parler des aides d'État ce soir pour 2 raisons, à propos de 2 actualités sur lesquelles
tombé dans le journal ce matin. Regardez ce papier des Échos, l'État a garanti 17 milliards d'euros de prêts aux grandes entreprises. On a ce tableau, ce début de tableau en tout cas, publié dans la version papier du quotidien Les Échos, des plus gros montants accordés sur cette séquence 2020-2021 par l'État au titre du prêt garanti aux entreprises. Donc, vous ne le voyez pas, même si l'article est accompagné de ce graphique. Je vous donne le haut du tableau, 1 milliard d'euros. Renault, le groupe a bénéficié de 5 milliards d'euros de PGE, plus gros PGE accordé. Air France KLM, 4 milliards. CMA CGM, on est dans le transport de marchandises, dans le shipping, 1 milliard. Castorama, 600 millions. Fnac Darty, 500 millions. Accor, 480 millions. Lagardère, 460 millions. Galeries Lafayette, 300 millions. Voilà. On a 45 entreprises qui ont récupéré 17 milliards d'euros. Donc, au total, les PGO, c'est de mémoire 120 milliards d'euros, je crois, quelque chose comme ça. 600 000 entreprises, donc ça a été c'est quelques milliers d'euros pour beaucoup de PME et des chiffres absolument colossaux pour certaines en milliards d'euros. Rappelons que c'est des prêts. Autre actualité, j'ai essayé de synthétiser dans ce débat. Autre papier, en l'occurrence, tenez, dans le même journal, je n'ai pas été très loin. KLM perd face à Ryanair devant la justice européenne sur la question des aides. Ryanair, la compagnie irlandaise de transport aérien à bas coût, a multiplié les actions en justice contre toutes les aides d'État accordées à tous ses concurrents publics ou à moitié publics, ou certains complètement privés d'ailleurs, notamment les compagnies historiques un peu dans toute l'Europe. Il vient d'avoir gain de cause sur l'aide du Portugal à la compagnie TAP et l'aide de l'État néerlandais à KLM directement, pas à Air France KLM, sous-entendu, voilà, tout ça n'est pas très, juste, équilibré par rapport à la situation des uns et des autres. Alors c'est pas le même sujet, même si j'essaye de le synthétiser en disant comment encadrer les aides d'État pour qu'elles soient vertueuses d'un point de vue économique. C'est ça le propos et d'efficacité en termes de vertu et en termes d'efficacité économique, hein, les deux côtés. En termes de vertu et d'efficacité, je commence par vous, Pierre-Yves. Quand vous pensez aide d'État, vous pincez le nez ou vous vous dites ça peut être une bonne chose dans certains cas? Non, mais c'est très vous, dans l'univers de l'entreprise privée. Ouais, c'est très positif de voir des gouvernements mettre en place des prêts pour les grandes entreprises. Quand on évoque les grandes entreprises qui ont bénéficié ces 17 milliards d'euros de PGE, pour la plupart, il y a quand même un enjeu de survie. En tout cas, il y avait un enjeu de survie. Donc, il n'est pas question de se poser, est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? Oui, il fallait le faire, sinon ces entreprises auraient périclité. Comment il fallait le faire ? Quels critères on met en place pour allouer des prêts ? Peut-être que ça aurait pu être affiné, peut-être. Maintenant, on était dans un climat d'urgence, il fallait vite décider, il fallait vite proposer des solutions pour alimenter. Oui, vous avez raison, il ne s'agit pas de donner des leçons après coup. Hein. Non, voilà. Donc du coup, après Ryanair fait son rôle, joue son rôle d'agitateur, de brouilleur, etc. Donc la décision c'est une victoire uniquement symbolique, puisque il n'y aura pas d'impact, puisqu'il n'y aura pas demandé de rembourser. Tout a été annulé, etc. Donc tout le monde peut continuer. Ça pose simplement aussi la question pour ces grandes entreprises d'être en capacité de présenter à ces gouvernements, à ces organismes, de présenter peut-être une vision plus précise de leur stratégie, de ce qu'elles veulent faire. Je ne suis pas convaincu que les grandes entreprises aient dû présenter des visions stratégiques très détaillées pour expliquer pourquoi elles avaient besoin de ces fonds. Ça a été très basique, très aussi compte tenu de l'urgence, on imagine. Voilà, il y avait une urgence. Peut-être que au travers de ces prêts, notamment pour Air France KLM, où il y a eu des engagements de prix sur des axes stratégiques ultérieurs, peut-être que pour les autres, ça aurait pu être aussi intéressant pour le ministère de l'économie, de faciliter et d'initier cette réflexion auprès des grandes entreprises. En l'occurrence, la victoire juridique de Ryanair, c'est notamment, il est reproché à la Commission qui a validé ces aides d'État de ne pas avoir suffisamment étayé les raisons qui lui faisaient précisément valider ces aides. Il y a un contexte d'urgence économique. Il faut absolument assurer un niveau de confiance réel en l'avenir. Rappelez-vous, quand la première crise sanitaire, le premier confinement est arrivé,
il y avait zéro visibilité, il y avait une inquiétude, une anxiété très forte. Et du coup, ça avait un impact direct sur les marchés financiers. Donc, il fallait absolument créer les conditions pour avancer. Et donc, dans ces cas-là, on ne réfléchit pas 120 ans. Alors, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est que les deux premières en tête de liste, Renault et Air France-KLM, c'est pas des entreprises qui, en tout cas, qui dernièrement étaient en santé très, très florissante, y compris juste avant la crise. L'économiste, là encore, est-ce qu'il y a des espèces de bonnes pratiques, d'évidence sur la façon d'encadrer, encore une fois, les aides d'État, c'est le thème du débat pour concilier efficacité économique et justice concurrentielle, quoi, je ne sais pas. Alors c'est une question qui se pose évidemment pas pour la première fois. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2014, au moment du CICE, je crois que c'est la Poste qui est l'entreprise qui avait le plus bénéficié du CICE. Oui. Donc ça avait interrogé sur les critères, là encore. Oui. Voilà, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, effectivement. Alors là, c'est un sujet un petit peu différent puisque c'est un prêt donc, qui, a priori, a vocation à être remboursé. Je crois que le groupe Fnac Darty a remboursé son prêt en mars de cette année. Donc finalement, il a remboursé ce qu'il devait à son... Prêt de trésorerie à court terme, quoi, pour passer un mauvais cap. Exactement. Donc est-ce que ça pose problème qu'un grand groupe on ait prêté de l'argent à un grand groupe et que ce grand groupe ait remboursé cet argent un an plus tard? Je ne suis pas sûr. Effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez sur la question de la survie. Je crois qu'à court terme, on ne s'est pas trop posé de questions. On peut rappeler qu'en 2008, l'administration, notamment aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'aides, notamment dans l'automobile, qui ont été, y compris des prises de participation en capital, après, ça a été l'histoire ancienne, c'était soit remboursé, soit effectivement l'État américain est sorti, mais ça a permis, donc c'est pas uniquement notre Europe de l'Ouest, quasi, Peut-être qu'il y a aussi une observation, c'est que les deux entreprises françaises qui ont touché les PGE les plus importants sont des entreprises qui disposent d'une identité institutionnelle. Les anciens groupes publics, dans les deux cas. Avec même CMA, CGM, d'ailleurs, qui ont des connexions avec la sphère publique. Du coup, je pense que culturellement, au niveau de la culture d'entreprise, il y a quelque chose... C'est plus naturel. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi les groupes publics ou ex-publics se retrouvent en première ligne sur les demandes de PGE? Il y a certainement un vrai sujet, notamment de la relation entre l'État, comme État actionnaire, et ces entreprises-là, qui n'est pas, en tout cas en France, une relation complètement assainie et complètement responsable. Et peut-être qu'il faudrait aussi acter le fait que l'État, sauf dans ces conditions-là, mais l'État n'a pas forcément vocation à jouer les actionnaires et à donner des orientations dans la gouvernance d'entreprise. Là, manifestement, l'État qui est actionnaire minoritaire de Renault et l'État qui est actionnaire minoritaire d'Air France-KLM a été banquier généreux pour les deux entreprises. Là où il était le plus généreux, c'est les deux entreprises dans lesquelles, comme par hasard, il est actionnaire minoritaire. Donc on peut se poser effectivement la question de l'encadrement ou à l'inverse du caractère incestueux entre actionnaires et prêteurs, non Renaud? Oui, d'autant plus que le gouvernement avait fixé des règles. Je crois que les entreprises de plus de 1500 salariés et ayant un chiffre d'affaires supérieur à un chiffre qui ne me revient plus, mais donc ces fameuses grandes entreprises ne pouvaient pas bénéficier automatiquement de PGE. C'est Bercy qui devait valider l'octroi de ces PGE. Oui, c'est 45 grandes entreprises. C'est pas uniquement la banque, effectivement. Ce sont des PGE qui ont tous été validés par Bercy, compte tenu des montants. Rappelons que c'est quand même une garantie à 90% de l'État sur l'ensemble des PGE qui ont été distribués. Et je crois que les critères n'ont pas été extrêmement clairs. Enfin, on nous a parlé de grands donneurs d'ordre, donc c'est le cas par exemple de Renault. Qui sont au cœur de toute une filière, et il y a un risque systémique évidemment si Renault s'effondre. Derrière, vous avez pléthore de PME, TPE qui en souffriront. Néanmoins, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la liste des entreprises, si elle existe, auxquelles Bercy n'a pas consenti à un PGE, puisque ce serait intéressant de voir... Et pour quelle raison ? Et pour quelle raison, exactement. Et là, je pense qu'on pourrait dire, effectivement, est-ce que c'est un problème un peu, comme vous le disiez, incestueux entre les entreprises dans lesquelles l'État a des participations, ou est-ce qu'en fait, l'État a été, entre guillemets, droit dans ses bottes, et on ne peut pas l'accuser d'avoir préféré accompagner les entreprises dans lesquelles il est actionnaire. Est-ce que ça veut dire que ça n'est acceptable que dans le cadre de situations absolument exceptionnelles comme
de fait, on l'a vécu depuis le printemps 2020. Alors, ce qui est le aussi... principe d'une aide d'État, soit par un prêt, soit par une pense, moi, subvention. Ouais. Je pense que ça serait plus sain. Enfin, je pense qu'il est vraiment temps de clarifier cette relation entre la sphère étatique et la sphère du monde des entreprises. Et comme vous le soulignez, on prête à des organisations dont l'État est actionnaire. C'est pas extraordinairement sain. Au-delà de la question du court terme, je pense qu'il y a quand même une question de concurrence qui se pose, puisqu'on le sait tous. Là, d'où le lien avec les actions de Ryanair, absolument. Oui. Par exemple, dans l'aérien, justement, les subventions à Boeing et à Airbus, tous les 4-5 ans, on entend que Airbus intente une action contre Boeing, Boeing contre Airbus, parce que des subventions étaient versées, etc. Il y a aussi les entreprises chinoises qui touchent des subventions d'État qui sont quand même colossales. Alors je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas certain que ce soit le rôle de l'État de faire des chèques un peu en blanc à toutes les entreprises qui en ont besoin. Néanmoins, sur un certain nombre d'entreprises et de secteurs stratégiques, je crois qu'il faut quand même qu'on regarde les pratiques étrangères qui peuvent être un petit peu menaçantes sur certains. Par exemple, et donc pas être naïf à l'inverse. Hein, effectivement, Après, si les autres le font, il ne faut pas s'interdire de le faire pour ensuite se retrouver le dindon de la farce. C'est ce que vous nous dites. Après, la question, c'est quelles règles ça se règle au niveau des États, est-ce que ça se règle au niveau de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les distorsions de concurrence? Ça, évidemment, les questions sont nombreuses et les réponses sont loin d'être simples. Et en matière aérienne, il y a un espèce de côté un peu cocorico, patriotique par rapport au fait d'avoir un grand constructeur qu'il faut absolument sauver. Au moment du sauvetage d'Air France, au printemps dernier, au printemps 2020, les mauvaises langues disaient encore Air France, tous les 5 ans il faut sauver Air France. Bon, à un moment donné, là c'est la crise sanitaire, d'accord, mais la précédente c'était la crise de je ne sais pas quoi. C'est une entreprise qui a quand même du mal à être structurellement, durablement bénéficiaire et de vivre sa vie un peu tout seul. Il y a un sujet de fierté, mais la fierté, c'est aussi bien, c'est positif. Non, ça peut se défendre, il faut le dire, mais voilà. Oui. Il y a un sujet de fierté nationale, patriotique. Et puis, il y a aussi un savoir-faire, une excellence. Voilà, Air France est reconnu comme un leader mondial en tant que compagnie aérienne sur les vols long courriers. Il y a une excellence à la française qu'on retrouve dans différents secteurs d'activité. Et il y a aussi une intelligence, un talent dans la filière automobile française. Et ça vaut quand même le coup de se poser la question, est-ce que je suis dans une posture extrêmement libérale et je laisse mourir des groupes, des aventures, des histoires d'entreprises qui ont une vraie richesse, ou est-ce que je me dis ça vaut le coup parce qu'effectivement il y a toute une filière aussi. Je crois que on est viscéralement, et les politiques en premier lieu, viscéralement attachés à ce sujet d'impact sur le niveau d'emploi et sur la stabilité des emplois. Est-ce qu'il fallait, ça n'a pas été le cas, est-ce qu'il fallait conditionner les PGE à des engagements sur l'emploi? Ça n'a pas été fait. On sait qu'il y a des entreprises qui ont perçu des PGE et qui ont dû, malgré tout, pour de bonnes raisons j'imagine, réduire les c'est extrêmement compliqué. Ça a pu être jugé choquant par certains. À mon sens, c'est extrêmement compliqué pour l'État. En tout cas, l'État ne sait pas faire ça, de valider un accord avec une filière, avec des entreprises, et après contre des engagements, et après de les vérifier et si c'est pas respecté, de les sanctionner. Ça ne se fait jamais. C'est-à-dire qu'il y a des effets d'annonce, on met en place un dispositif, mais comme... Oui, mais en même temps, si on l'aide, c'est qu'elle va pas bien, et si elle va pas bien, c'est compliqué de lui reprocher d'ajuster ses effectifs. Voilà. L'économiste, votre regard, est-ce qu'il faut conditionner un peu plus? Est-ce que, quand on fera le bilan de cette séquence, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas totalement sorti, mais enfin, on a le droit de ressortir dans les terrasses de restaurants, donc on imagine qu'on voit le bout du tunnel. Quand on fera le bilan de toute cette séquence, est-ce qu'il faudra se dire sur les conditionnalités des aides d'État ou des PGE ou des prêts garantis par l'État, un autre type d'aide d'État, il faudra alléger les contraintes ou au contraire les renforcer? Est-ce qu'on aura une vérité selon vous là-dessus? Je ne suis pas sûr. Effectivement, je pense que il y a quand même, au-delà de la question, je suis assez d'accord avec vous, de la fierté nationale de certains fleurons de l'industrie ou des services à la française. Il y a une question quand même d'indépendance stratégique. On en a beaucoup parlé pendant le premier confinement. Est-ce que l'État français est prêt à laisser mourir les constructeurs automobiles français? On peut répondre par l'affirmative. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut impérativement sauver la filière automobile ou n'importe quelle autre filière, mais c'est une question de positionnement aussi stratégique de l'État.
Et sur la question de la conditionnalité des aides, le problème, c'est qu'on va juger tout ça en post-crise. Et avec un regard, avec plus d'informations qu'on en avait au moment où les prêts ont été accordés. C'est ça, non, et pour la prochaine fois, j'en sais rien. Oui, pour se dire, voilà. Ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on n'a pas de contrefactuel, d'univers parallèle dans lequel Renault n'aurait pas reçu de PGE ou Air France n'aurait pas reçu de PGE. Par définition. Ouais. Et avec lequel on puisse comparer les résultats de la politique du gouvernement et dire il aurait fallu conditionner le PGE à l'emploi. Ou non. Et je crains que le bilan soit quand même extrêmement difficile à tirer et surtout va être extrêmement politique. Bon, et puis une fois qu'on sera sorti de cette crise, on pensera à autre chose et que c'est pas certain qu'on fasse des bilans, cadrés, faits sérieusement par des... Ça serait en tout cas intéressant, comme dans les entreprises, les missions chez One Man Support, on les réalise toujours en plaçant le fameux retour d'expérience au cœur du dispositif. Et cette crise, elle a été bouleversante, elle a été intense, dure, complexe. Ça serait vraiment intéressant, quand ça sera fini, en 2021, 2022, 2023, de prendre un moment d'analyse de ce qui s'est passé, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Ce qu'on verra, c'est les chiffres de l'emploi. Pour l'instant, on a contenu le... Et sur l'approche, sur la manière de gérer ça, le dispositif, l'angle, les fameux critères, tout ça, il serait intéressant d'exprimer une attente par rapport au gouvernement, d'essayer de pouvoir poser les choses à plat et tirer des enseignements et permettre au futur de les prendre en compte et d'être peut-être plus juste dans l'action publique. Il y a toujours ce sujet de justesse de l'action publique qui est vraiment important et intéressant. Il faudrait que ce soit au niveau de l'Union européenne, et on sait que la Commission devra... Non, mais en l'occurrence, à la fois sur les critères du pacte de stabilité qui vont devoir être révisés ou pas, d'ailleurs, en tout cas, qui ont été suspendus quasi immédiatement l'année dernière, la question des aides d'État, il y aura sûrement beaucoup de gamberges quand même à venir. Allez, il nous reste 5 minutes. C'est l'after tout de suite. On va balayer un ou deux sujets de l'actualité internationale. Allez, un petit sujet Chine et un sujet États-Unis pour terminer l'émission. Hier, on parlait de ce mercredi noir sur le marché des crypto-monnaies avec une chute très significative de l'ensemble des crypto-monnaies après la décision de la Chine, ou plutôt la réaffirmation par la Chine du fait qu'elle ne voulait pas entendre parler des crypto-monnaies, en tout cas pour tout ce qui est transactions dans son univers, donc en Chine, et tout ça pour, on imagine demain, favoriser son e-yuan à soi. Aujourd'hui, regardez, le Financial Times nous disait que une province chinoise a installé une hotline pour report, donc dénoncer les fermes de minage de crypto-monnaies. On sait que c'est d'abord en Chine qu'aujourd'hui les crypto-monnaies sont minées, donc c'est tout ce calcul informatique qui permet de créer in fine Bitcoin et autres Ethereum et autres Dogecoin et autres crypto-monnaies en tout genre. Comment vous avez regardé, alors ça a rebondi aujourd'hui le Bitcoin, d'une vingtaine de pourcents, c'est repassé au-dessus largement des 40 000 $. Comment vous avez votre regard sur ce yo-yo? Elon Musk avait fait monter les crypto-monnaies, plus il a fait baisser, la Chine a accentué le mouvement, là, ça rebondit. Vous vous souvenez, il y a un mois, vous aviez eu la gentillesse de m'inviter ici. Moi, j'en sais un de mes fils rouges, donc depuis un an, c'est tellement fascinant. Moi, j'avais vraiment porté ce sujet autour de la notion de prudence, et qu'il y avait effectivement quelque chose qui n'était pas stable. Donc, il y a toute cette relation entre le régalien et cette nouvel environnement, cette nouvelle force techno-financière. Donc ça a baissé de moins 20 ou moins 30%, ça a repris 20% aujourd'hui. On voit bien que les choses sont extrêmement dangereuses d'un point de vue macro. En tout cas, instable. Donc moi, je continue sur mon sujet de prudence. D'accord. Après, d'un point de vue macro, c'est pas colossal. Hier, on insistait sur le fait que la capitalisation globale des crypto-monnaies était passée en 15 jours de 2700 milliards à 1500 milliards. 1500 milliards de dollars à l'échelle de la planète financière, c'est pas grand-chose, même si c'est considérable, c'est moins que la valorisation d'Apple. Mais votre regard d'économie sur
ce yo-yo là autour de... C'est vrai que ça fait un certain temps qu'on parle des cryptos. On a du mal à suivre, on ne sait pas si c'est parce qu'on est ringard. Non, je crois qu'il y a une espèce enfin, vous voyez bien qu'une annonce d'Elon Musk qui dit finalement, moi j'ai vendu toutes mes crypto-monnaies, mes bitcoins, et vous ne pourrez plus acheter votre Tesla avec des bitcoins. Les cours baissent, tout le monde s'affole. Le lendemain, ça repart. Le surlendemain, la Chine dit non, vous ne pouvez plus l'utiliser, ça rebaisse. Bon, faut pas y passer trop de temps. Voilà. J'ai tort un peu mais faire une obsession. Il faut avoir une distance. Moi, ça me fascine, mais après, ça reste un actif financier significatif. Et tous les gros investisseurs de la planète ont dit il faut avoir un petit peu de Bitcoin. Allez, dernier, à la jonction de la politique et de l'économie. On a beaucoup parlé des plans, au moment des 100 jours, notamment des plans de Joe Biden, Jobs Plan, Families Plan, 1800 milliards, 2200 milliards. Enfin, c'est l'inverse. Hier, il rencontrait la négociatrice républicaine dans son bureau, vous voyez, ils sont tous les deux dans leur bureau, parce qu'on négocie, il faut quand même que ce soit voté, et la majorité des démocrates est très, très, très étroite au Congrès américain. 50-50, a dit Shelley Moore Capito, qui est la négociatrice au nom du Parti républicain. 50% de chances d'y arriver. J'allais dire tout ça pour ça. Ça rappelle que là, quand il y a des annonces, ça ne suffit pas, même si ces milliers de milliards de dollars, ils ne sont pas encore là. C'est une bonne chose. Finalement, que ça passe par le politique, qu'il faille négocier, ou c'est un risque économique parce que tout ça pourrait compromettre ces fameux plans de Joe Biden? Alors, je pense qu'aux États-Unis, la situation actuelle politique est extrêmement complexe, et je pense qu'on est sur des positions bipartisanes qui sont extrêmement rigide un peu, oui. Donc je suis pas tout à fait certain que les négociations se fassent forcément avec l'idée de l'intérêt général à l'esprit de tous. Donc ça, je pense que ça peut être un petit peu dangereux. Néanmoins, vu les montants qui sont engagés, là on parle de, je crois, 2300 milliards de dollars. Donc c'est quand même des montants qui sont colossaux. C'est quasiment le PIB français. Sur 10 ans, le plan d'infrastructure, c'est sur 10 ans, mais quand même c'est 2300 milliards de dollars. Ouais. Et je pense que derrière, il y a quand même aussi une vision de la société américaine derrière ce plan d'infrastructure, l'idée qu'on a un petit peu de l'Amérique ultralibérale, on veut que l'État s'occupe le moins possible de la vie de tous les jours. Finalement, si l'État aujourd'hui dit voilà, on investit 2300 milliards de dollars dans les infrastructures, je ne suis pas certain que ce soit complètement anodin pour un pays comme les États-Unis. Ah non, c'est sûr. Oui. Après, c'est la question du financement qui taquine les républicains comme souvent, évidemment. En même temps, on voit que il bosse, Joe Biden, dans sa campagne. Il avait dit, moi, ça fait 40 ans que je suis au Congrès, je saurais faire. Parce que la question de savoir, trouver des consensus, je saurais faire. Il met il met un peu son poids dans la négociation. Ça se passe dans son bureau. C'est un vrai sujet de gouvernance. Ouais. Et derrière ce sujet de gouvernance, il y a aussi le rôle du Parlement. Le rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Ouais. Et je trouve ça tout à fait sain. Qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un contre-pouvoir. Ce sujet de on n'est pas habitué tellement en France, parce qu'en général, l'exécutif a une grosse majorité compte tenu du système. Mais il y a quand même en France des dispositifs, par exemple la commission des finances de l'Assemblée et du Sénat. Il y a des gens qui bossent. Il y a un vrai suivi, il y a un vrai pilotage. Donc je trouve ça plutôt sain. Tant mieux. On suivra ce qui se passe, puis on vous racontera demain si Jean Castex est arrivé à bon port, à Nice, demain matin, à rencontrer son nouvel ami Christian Estrosi, qui est politique en plus, évidemment, ce voyage en train. Merci à tous les deux, merci à vous, très bonne soirée, à demain.